Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour la présentation en live sur LinkedIn de cette nouvelle édition du baromètre SoWine Dynata, la première étude sur les habitudes des consommateurs français de vin, de champagne, de bière, de spiritueux et de Nolo. Alors 2025, c'est une année un peu particulière pour le baromètre SoWine Dynata puisqu'on fête cette année les 15 ans du baromètre. La première édition, elle date de 2010, 15 années de baromètre qui nous permettent bien évidemment d'avoir pas mal de recul et d'avoir surtout une très bonne observation de l'évolution des comportements des Français en matière de consommation d'alcool. Avoir du recul, c'est important. Et pour cette année, pour avoir encore un peu plus de recul, on a mené non pas un, mais deux baromètres, puisque l'étude a été menée en France, mais on a également mené une étude de ce même baromètre avec les mêmes questions, avec quelques adaptations culturelles sur le marché UK, donc sur le marché britannique. Alors, on ne va pas vous dévoiler aujourd'hui les résultats du baromètre UK. Ce seront des résultats que nous dévoilerons à partir du 14 mai sur nos réseaux sociaux. Il n'y aura pas de live dédié. Malgré tout, je voulais vous signaler ça, d'une part parce que c'est une nouveauté, et puis également parce qu'au fur et à mesure des infographies que vous allez pouvoir observer tout au long de ce live, vous verrez un encart qui compare certaines données chiffrées entre les Français et les Britanniques. Un encart qu'on a intitulé Mind the Gap. Voilà, ça c'est pour une des nouveautés du baromètre. Comme chaque année, on garde une grande majorité de questions similaires aux années précédentes, puisque c'est le principe du baromètre que de pouvoir nous permettre de comparer les données d'une année sur l'autre. En revanche, on introduit également quelques nouvelles questions, donc vous allez voir les réponses à ces nouvelles questions d'ici quelques minutes. Alors, la méthodologie du baromètre. Chaque année, on mène ce baromètre avec un partenaire avec qui on a une grande fidélité depuis 2010, qui est Dynata. Dynata, c'est un panéliste, c'est l'un des leaders mondiaux de solutions d'échantillonnage à destination des professionnels. Et puis l'étude barométrique France, elle a été menée cette année en décembre 2024 sur un échantillon de 1002 Français, représentatifs de la population française, âgés entre 18 et 65 ans, dont la représentativité a été assurée comme chaque année par la méthode des quotas sur la base des critères du genre, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Alors, je précise d'ores et déjà que vous retrouverez sur notre site internet sowine.com à partir de 13h toutes les infographies que vous allez voir durant ce live. Vous pourrez également entendre l'ensemble de nos analyses assorties de nos analyses un peu plus poussées avec un avis, un peu de recul qui seront donnés sur chacune des thématiques abordées dans nos podcasts, les podcasts SoWine Talks, qui seront mis en ligne à partir de demain, chaque mercredi pendant plusieurs semaines sur différentes thématiques. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. La SoWine Team est aux manettes pour y répondre soit en direct, soit nous permettre d'y répondre à la fin. Le principe également qu'il faut que je rappelle, c'est que ce baromètre sont des données chiffrées qui sont du déclaratif. Il ne s'agit évidemment pas de sortie de caisse. On le rappelle chaque année, mais je voulais encore le dire cette année. Voilà pour l'introduction. Alors, Bordeaux et la Bourgogne sont-elles toujours les régions préférées des Français lorsqu'il s'agit de choisir son vin ? Comment évolue l'appréciation du champagne face aux autres effervescents? Est-ce que les bières craft et artisanales ont toujours une place à part dans le cœur des Français? Quels sont les spiritueux qui ont le vent en poupe? Est-ce que les Français sont ouverts à l'innovation dans le monde du vin? Eh bien, tout de suite, les premières réponses à ces questions avec toi, Sylvain. Sylvain, quelles sont cette année les boissons alcoolisées préférées des Français? Et surtout, le vin est-il toujours en tête? Bien, bonjour à tous, ravi de vous trouver toujours aussi nombreux sur ce live pour la présentation des baromètres. Et pour aller droit au but, le vin reste du coup la boisson alcoolisée préférée des Français cette année, à 58%, devant la bière à 56%. Ces deux boissons alcoolisées, le vin et la bière, perdent 2 points cette année. Comme le champagne et le cocktail qui sont aussi du coup dans une légère décroissance à moins 4 points. Le champagne se positionnant donc à 35% devant les cocktails à 27%. Si ces 4 boissons alcoolisées qui trustent du coup la préférence des Français sont en légère décroissance, à l'inverse, le 5e qui est le cidre progresse de plus 3 points et vient se placer du coup derrière les cocktails à 25%. Les spiritueux purs à 22% gagnent 1 point et les vins effervescents à 12% gagnent 1 point. Si on fait du coup un effet de loupe, on regarde un peu plus attentivement du coup la part des non-consommateurs, cette part de non-consommateurs, elle augmente cette année en 2025 et elle passe à 17% de Français qui se déclarent non-consommateurs de boissons alcoolisées. Donc c'est plus 3 points, puisqu'on était à 14% en 2024.
Et si on regarde un peu plus dans le détail, du coup, ce sujet de la déconsommation et de la part des non-consommateurs d'alcool, eh bien, on notera en fait que cette progression, elle tient en particulier du coup aux femmes, puisqu'elles sont 23% à se déclarer non consommatrices, plus 6 points. Là où il y a assez peu d'évolution chez la gente masculine. Donc cette progression de la part des non-consommateurs est à trouver du coup dans la proportion des femmes à boire moins d'alcool. Et chez les plus jeunes, les 18-25 ans, eh bien, la part de non-consommateurs reste relativement stable à 22%, moins 1 point, puisqu'on avait 23% de non-consommateurs dans cette classe d'âge l'année dernière. Alors si on regarde un peu plus dans le détail ce qui se joue derrière ces préférences, on notera du coup chez les hommes une préférence pour le vin qui progresse à 67% plus 3 points, alors qu'elle diminue cette année chez les femmes à 50% moins 6 points. La bière recule également chez les femmes à 42% moins 3 points, alors qu'elle stagne chez les hommes à 72%. Le champagne subit une baisse notable chez les hommes cette année à 32% moins 6 points et plus légère chez les femmes à 38% moins 1 point. Les cocktails, eux, accusent en l'occurrence une baisse un peu plus marquée chez les femmes à 36% moins 6 points. À l'inverse, la consommation de spiritueux purs, elle progresse notamment chez les femmes à 12% plus 3 points, donc 12% pour les femmes, contre 22% en moyenne. Chez les jeunes, ça c'est un point assez notable, assez intéressant à relever cette année dans le baromètre. La préférence et la progression en fait, en termes de préférence pour le vin chez les 18-25 ans, puisque le vin se place à 45% pour les 18-25 ans et gagne 6 points. Chez ces 18-25 ans, on note également une progression des spiritueux purs à 39%, plus 4 points. Et pour le cidre, à 23%, plus 7 points. Donc ça, c'est pour un panorama du coup, sur les boissons alcoolisées et du coup ce point sur les non-consommateurs. Si on regarde maintenant spécifiquement sur le vin, les leviers de motivation, pourquoi les Français consomment du vin, quelle est votre principale motivation à consommer du vin? Eh bien, à 45%, c'est du coup le fait d'accompagner parfaitement un repas. Le vin accompagne parfaitement un repas dans l'appréciation des Français à 45%. À 40%, j'associe le vin à la convivialité. Et à 39%, j'apprécie le goût du vin. Et ce sujet du coup du repas, c'est quelque chose qu'on a analysé un petit peu plus en détail en ajoutant une question spécifique sur ce sujet. Et cette question, c'est: associez-vous forcément un bon repas avec du vin? Et ils sont 65% des Français à nous dire oui, pour moi, en fait, c'est un réflexe, j'associe un bon repas avec du vin. Et s'agissant maintenant, pour terminer, sur le lieu de consommation privilégié pour le vin, eh bien, c'est la sphère privée à 81%, donc la consommation à domicile, chez soi, en famille, avec des amis qui dominent assez largement devant la consommation on-trade au restaurant à 47%. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la consommation, en particulier en termes de fréquence, mais aussi de couleur? Alors, si on regarde en fait la part des consommateurs de vin en France, on a 80% des Français qui se déclarent en fait consommer du vin au moins une fois dans l'année. Et c'est une consommation en l'occurrence qui recule pour la seconde année consécutive, puisqu'on perd 2 points par rapport à 2024. On était à 82%, donc 80% cette année, et moins 3 points par rapport à 2023. Ce qui fait qu'en total, en 10 ans, si on examine ce sujet de la consommation du vin, eh bien le taux de consommateurs a baissé de 5 points. Maintenant, si on regarde du coup ce que ça implique dans les choix de préférence, notamment en matière de couleur, eh bien, on relève cette année que le vin blanc continue confirme en fait sa position dominante à 91% plus 1 point, donc toujours en tête du classement et en progression, là où le champagne et le vin rosé régressent de 2 points, donc le champagne à 87% moins 2 points, le vin rosé à 85% moins 2 points.
Fait marquant cette année pour le vin rouge, qui est une couleur, on le sait, qui avait tendance à perdre un petit peu de vitesse et d'intérêt pour les Français. Eh bien, elle reprend des couleurs. Le vin rouge reprend des couleurs cette année. Donc, juste derrière le vin rosé à 84%, en progression cette année de plus de points. Vient ensuite du coup la catégorie des vins effervescents à 67%, moins 1 point. Et puis un nouvel entrant dans le baromètre cette année, la 4e couleur du vin, le vin orange qu'on a introduit cette année et qui vient du coup se positionner en 6e position, mais d'ores et déjà avec un pourcentage assez significatif à hauteur de 26%. On a 26% des Français qui déclarent avoir déjà consommé du vin orange. Et quand on retraite cette information, quand on le regarde du coup en termes de fréquence, là spécifiquement, on voit que c'est 9% d'entre eux quelques fois par an, donc de façon très occasionnelle, 8% une à plusieurs fois par mois, et 9% une à plusieurs fois par semaine. Donc on voit qu'il y a quand même un phénomène derrière le vin orange qui n'est pas juste un épiphénomène en matière de consommation, comme la fréquence de consommation le démontre. Et si on analyse un peu plus en détail qui sont les consommateurs de vin orange, eh bien c'est la classe d'âge des 18-25 ans qui domine en fait cette couleur, les vins oranges, à 45%. Contre 16% par exemple pour les 50-65 ans. Côté prix, le budget moyen alloué à l'achat de vin orange est majoritairement entre 11 et 20 euros à 32%. Et globalement, en fait, sur cette catégorie, sur cette couleur des vins oranges, on relève une valorisation qui est supérieure en fait aux autres vins tranquilles, car 15% des Français déclarent allouer un budget moyen supérieur à 20 euros pour l'achat d'une bouteille de vin orange. Et ça, c'est contre 11% pour le vin rouge, 10% le vin blanc et 8% le vin rosé. Et en termes de moment de consommation, le vin orange est principalement consommé dans un cadre convivial, entre amis à 39%, en soirée à 25% ou lors d'un repas. Et si on regarde du coup bien plus précisément ces moments privilégiés par type de vin, en termes de mode de consommation, on s'en étonnera pas, le vin rouge reste du coup la couleur de vin la plus consommée lors des repas, à 78%, assez largement devant le vin blanc à 50% et le vin rosé à 49%. À noter néanmoins du coup une petite chute de moins 3 points pour la consommation du vin rouge sur les repas, mais qui reste du coup la couleur dominante. Le champagne, lui, est le plus consommé lors de soirées, à 46%, stable, devant les effervescents à 38%, moins 1 point, et donc le vin orange à 25%. Les effervescents, eux, trust le moment de l'apéritif à 40%, moins 1 point, devant le champagne à 36%, moins 2 points, et le vin blanc à 33%, moins 3 points. Donc ça, c'est, on dirait, le paysage un petit peu des moments de consommation. Si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement en effet de loupe aux vins étrangers, on a du coup une part de consommateurs de vin qui continuent à consommer des vins étrangers à 65%, mais c'est une part qui régresse de 5 points entre 2024 et 2025. Et si on le met en perspective avec du coup une période un peu plus longue, donc 2021, c'est moins 10 points. Donc les vins étrangers qui sont un tout petit peu moins en forme, en tout cas dans les attentes, dans les modes de consommation des Français. Et cette chute du coup de moins 5 points, on l'explique en particulier par du coup les vins italiens qui sont du coup le premier pays producteur de vins étrangers consommés par les Français, qui régresse de 4 points du coup cette année. Donc une chute assez notable. Et puis si on regarde un petit peu le paysage des vins consommés, ce qu'on notera, même si ça part d'un peu plus loin en termes de pourcentage, progression de la Nouvelle-Zélande à plus de points, le Chili plus 1 point et l'Allemagne plus 1 point. Voilà pour du coup le panorama du coup, sur les couleurs et les moments et cet éclairage sur les vins étrangers. Je propose, Marie, maintenant qu'on examine du coup les cépages et les régions préférées des Français.
Oui, les régions préférées des Français, alors en l'occurrence le top 3 est inchangé par rapport à l'année dernière. On a toujours Bordeaux qui est en tête à 45%, en baisse de 3 points malgré tout, suivi par la Bourgogne à 31%, avec cette fois une hausse de 3 points, et puis la Champagne à 24%, également en baisse de 3 points. Arrivent ensuite le Rhône et l'Alsace à 19%, la Provence à 18% et le Val-de-Loire à 15%. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que si la Bourgogne et le Val-de-Loire progressent, eh bien la Champagne et Bordeaux enregistrent la plus forte baisse. Alors, quand on dit région préférée des Français, c'est les régions viticoles produisant les vins que vous préférez acheter, que vous préférez consommer. Donc, une hausse d'un côté, une baisse de l'autre, mais un trio de tête qui reste inchangé. Côté cépage, on a pas vraiment un rapport de cause à effet, mais quand même certaines similitudes, c'est logique. D'abord, le Chardonnay qui conserve sa première place à 36%, malgré un recul de 3 points. Le Pinot Noir qui progresse légèrement à 29%, plus 1 point. Le Cabernet Sauvignon à 25% qui reste bien positionné au coude à coude avec le Merlot à 24%. Et puis le Sauvignon Blanc qui connaît la plus forte hausse à 21%, plus 4 points par rapport à 2024. Alors à noter quand même pour l'anecdote que du côté des Britanniques, les Britanniques préfèrent le Sauvignon Blanc à 31%, donc par rapport aux 21% des Français. C'est ce cépage qui arrive en tête lorsqu'il s'agit pour eux de choisir un vin français. Et puis dans la suite des cépages, on vient ensuite le Riesling, le Syrah, le cépage Gamay, le cépage Grenache et le Viognier. Rapport aux cépages, rapport aux régions, on s'est de ce fait posé également la question, nouvelle question dans le baromètre SoWine-Dynata 2025 de l'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est un sujet qui a le vent en poupe, dont on entend beaucoup parler. C'est également dans l'actualité. On a des régions notables françaises qui fêtent cette année leurs 10 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, donc UNESCO, que sont la Bourgogne et la Champagne. Donc on a pour la première fois posé la question aux Français de savoir si l'œnotourisme est un sujet qui les intéresse. Première question, on leur a demandé si ils ont déjà visité, s'ils se sont déjà rendus dans une région française viticole spécifiquement pour son patrimoine viticole. Et la réponse est oui, à 34%. Donc on a un tiers des Français qui se sont déjà rendus en touriste dans une région viticole française, spécifiquement sous cet angle de cette production viticole. Et on s'est intéressé également à savoir si les Français qui ne sont pas des œnotouristes pratiquants s'intéressaient à ce sujet. Et la réponse est oui aussi. Et cette fois, on a 72% des Français qui n'ont jamais pratiqué d'œnotourisme, mais qui se disent intéressés par l'expérience. Donc, gros potentiel de développement œnotouristique en France. En tout cas, il y a vraiment des Français intéressés par ce sujet. Parmi les vignobles plébiscités par les œnotouristes, Bordeaux arrive en tête à 37%, suivi par la Bourgogne à 28%. En troisième position, c'est l'Alsace à 25% et la Champagne à 18%, suivi par la Provence à 14% et le Val-de-Loire à égalité avec le Rhône à 13%. Et qui ne sont pas sur l'infographie, arrivent ensuite le Sud-Ouest et le Beaujolais à 11%, le Languedoc et la Corse à 10%, devant le Jura à 8% et la Savoie 7%. Alors ça, c'est pour les œnotouristes, donc Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Champagne. Quand on pose la même question aux non-œnotouristes, en l'occurrence de savoir quelles sont les régions qui les intéresseraient le plus, on a également Bordeaux en tête, suivi par la Bourgogne, mais c'est la Champagne qui se place en troisième position des destinations envisagées à 19%. Derrière, donc, Bordeaux à 33% et la Bourgogne à 22%, et devant l'Alsace à 17%. La Provence à 12%, le Val-de-Loire qui est à égalité avec le Beaujolais à 9%. Voilà pour les régions préférées ou les régions envisagées. On s'est intéressé également à connaître le profil de nos œnotouristes. Ces œnotouristes français, ils sont majoritairement âgés de 36 à 65 ans, à 58% d'entre eux. Ils appartiennent souvent à une catégorie socio-professionnelle supérieure, 42%. Et ils viennent en priorité de la région parisienne à 25%. Et puis, c'est bon à savoir également, ces œnotouristes, ils se considèrent en grande partie comme des amateurs éclairés à 65%. Et souvent, ils privilégient les conseils des professionnels, donc cavistes, producteurs, pour s'informer et pour acheter leur vin à 56%. Voilà un panorama géographique qui me permet de faire une transition vers les spiritueux avec Sylvain. Est-ce qu'il en est de même en termes d'appétence pour les spiritueux? Et quels sont les spiritueux préférés des Français? Alors l'intérêt pour les Français ne se dément pas envers les spiritueux. Il continue de croître. On a 41% des Français qui déclarent s'intéresser du coup aux spiritueux.
41%, plus 3 points. Donc une progression assez notable. Pour autant, ils se déclarent toujours majoritairement néophytes à 64%, plus 1 point. Donc des Français qui ne s'y connaissent pas vraiment, mais qui sont vraiment intéressés et de plus en plus intéressés par la catégorie. Ils sont 62% d'entre eux à nous déclarer consommer du coup des spiritueux. On pose la question à la fois pour la partie cocktail et pour la partie spiritueux pur de manière distincte, c'est 62% pour les deux. Et dans les moments de consommation associés du coup à la consommation de spiritueux purs ou en cocktail, on retrouve du coup l'apéritif à 42% et un contexte du coup amical à 50% avec donc des amis. S'agissant du coup du podium des spiritueux privilégiés préférés par les Français en consommation pure, on retrouve du coup le même duo de tête solidement devant, à savoir le rhum et le whisky. Le rhum à 78%, le whisky à 71%. À noter que ces deux catégories de spiritueux sont en léger déclin de moins 1 point chacune. Effet marquant, fait notable en fait du Baronet cette année, la très bonne performance des liqueurs. Les liqueurs qui viennent se placer du coup en 3e position et devant la vodka qui était d'ordinaire en 3e position, donc les liqueurs à 63% avec une progression de plus 3 points, déclassant donc la vodka à 60% moins 1 point. Autre fait notable, autre fait marquant, les belles progressions des alcools d'agave globalement. Et à commencer par la tequila, donc qui prend donc cette place de 5e spiritueux préféré pour la consommation pure à 51% avec une très belle dynamique de plus 5 points. Si on poursuit du coup l'analyse sur les alcools d'agave et qu'on regarde le mezcal qui est plus loin dans le classement, à 23%, on notera qu'il est en progression de plus 6 points. Donc très très belle progression également du coup pour le mezcal, comme pour la tequila. Et nos spiritueux français, eux, sont ensuite dans le classement, le cognac à 50%, le calvados à 45% et l'armagnac à 40%. Alors ces spiritueux, bien sûr, on aime les consommer purs, les Français aiment les déguster purs, mais sont également, bien entendu, des bases naturelles, des partenaires des cocktails. Et ça, du coup, ça se traduit bien par un intérêt envers la mixologie qui continue de progresser, puisque 36% des Français déclarent s'intéresser à la mixologie, à l'art du cocktail. Et cette consommation du coup en cocktail, eh bien, elle se place du coup sur un certain nombre de spiritueux préférés pour la consommation en cocktail. C'est le rhum du coup qui conserve la tête d'assez loin toujours, hein, à 54%, mais qui régresse de moins 2 points cette année devant la vodka à 38%, plus 1 point, le whisky à 27%, moins 2 points. Et on retrouve là encore du coup la belle dynamique de la tequila qui se place en 4e position à 22% et qui vient en fait supplanter le gin qui était d'ordinaire en 4e position. Le gin à 21%, moins 1 point. Donc une assez belle performance de la tequila avec cette progression de 3 points également du coup dans sa consommation en cocktail. Et du coup, cet univers du cocktail et peut-être cette bonne dynamique de la margarita, si on en croit les chiffres pour la tequila, eh bien, en tout cas, elle s'applique effectivement dans le quotidien des Français, dans une pratique qui est plutôt occasionnelle. On a quand même 78% des Français qui déclarent effectivement préparer des cocktails à la maison. Mais c'est en effet une consommation, une préparation plutôt occasionnelle, puisque à 43%, quelques fois par an, 22% quelques fois par mois et seulement 13% une à plusieurs fois par semaine. Maintenant, si on examine l'achat spiritueux, l'achat spiritueux, il est plutôt en relative bonne forme, hein, puisque 68% des Français déclarent acheter des spiritueux et ça progresse de plus 1 point. Sachant qu'en termes de fréquence d'achat, eh bien, du coup, on note du coup une plus forte, un petit premium du coup, à la plus forte régularité en termes de progression, puisqu'on a 42% dans ces 68 qui sont des acheteurs du coup occasionnels, 4 fois par an, moins 1 point.
moins 1 point, pardon. 18% quelques fois par mois, c'est stable. Et 8% une à plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est plus 2 points. Donc ça progresse en termes de fréquence. Sur les paniers moyens, les budgets, on a 54% des Français qui accordent en l'occurrence un budget supérieur à 20 euros. Et si on regarde et on examine spécifiquement la tranche, du coup, en termes de panier moyen, la tranche 21 à 50 euros, et ben c'est cette tranche-là qui devient majoritaire à 48% et elle progresse de plus 5 points. Donc un phénomène de premiumisation qui se confirme dans les spiritueux. Ce phénomène, elle profite en particulier du coup au réseau caviste, qui continue de progresser comme source d'achat pour les spiritueux et qui se positionne du coup en deuxième position à 25% plus 1 point. Et si on met en perspective sa progression depuis 2019, c'est plus 7 points depuis 2019. Donc un réseau caviste qui a tendance à progresser, même si bien entendu, la grande distribution reste archi-dominante comme circuit principal d'achat à 80%, mais qui régresse légèrement de moins 1 point cette année. Point notable qu'on voulait du coup mettre en avant dans ce panorama des spiritueux, c'est l'attention du coup à la certification environnementale. Cette dimension, en fait, elle prend de l'ampleur dans l'acte d'achat de spiritueux, puisqu'on a 41% des acheteurs de spiritueux qui nous disent regardez toujours ou presque si une certification environnementale est présente sur les bouteilles de spiritueux avant l'achat. Et ça, c'est plus 6 points. Donc c'est quand même effectivement un aspect assez marquant en termes de tendance cette année dans l'univers SPI. Spiritueux, et si on parlait des bières, qu'en est-il ? Eh bien, avec plaisir pour parler des bières. Bien, l'intérêt là aussi pour les bières continue de s'apprécier. C'est un segment, une catégorie qui connaît même une hausse assez notable cette année, en 2025, en atteignant 52% de marque d'intérêt des Français qui déclarent s'intéresser en fait à l'univers des bières. Et ça, c'est plus 4 points. Tendance du coup d'intérêt envers les bières, hein, qui est du coup particulièrement notable chez les 18-25 ans, à 60%, plus 13 points. Alors, en termes de consommation, c'est relativement stable, à 67%. En l'occurrence, je dis stable, mais ça décroît de moins 2 points, donc plutôt en légère baisse. Et si cette consommation, elle baisse légèrement, ce qui est intéressant de noter dans les moments de consommation, c'est qu'on note une intensification dans les moments de consommation sur un certain nombre de temps forts, en particulier le week-end. Le moment du week-end le soir est privilégié à 56% et progresse de 9 points. Le week-end, le midi, progresse également de 9 points à 33% en troisième position. Et puis on note du coup une consommation de la bière également en semaine le soir à 35%, plus 8 points. Si on examine maintenant les typologies de bières privilégiées, en particulier les styles de bière, un classement qui reste largement dominé par les bières blondes, à 96%, enfin très très largement, devant les bières blanches à 80%, plus 2 points. Les bières ambrées qui ont une jolie progression de 5 points à 73%, devant les brunes 67% et les IPA à 46%. Intéressant de noter que les IPA connaissent la plus grosse progression cette année, de plus 6 points en termes d'appréciation et de préférence pour les Français. Et maintenant, si on parle du coup de leur typicité, de leur typologie, les types de bières, et ça c'est vraiment un fait marquant cette année du baromètre sur cette étude du coup du segment bière, c'est la très très bonne performance des bières craft, puisque cette année du coup on trouve un allant pour les bières craft avec une progression de plus 11 points qui les propulse du coup à 50%, derrière les bières locales à 65%, plus 1 point, et devant du coup les bières importées à 49% qui progressent de 5 points, et les bières industrielles qui sont du coup déclassées en quatrième position à 46%. Enfin, la dimension environnementale est également un sujet qui nous paraissait important d'analyser de nouveau cette année s'agissant de l'achat des bières. Et on a du coup bien 39% des consommateurs qui déclarent regarder toujours ou presque
si leur bière présente une certification environnementale lors de leur achat. Et ça progresse de 3 points. Donc un intérêt qui continue en fait de jouer un rôle important dans l'appréciation et dans la préférence et les actes d'achat de bière pour les Français. Voilà pour le panorama des bières. On a parlé de vin, on a parlé de champagne, de boissons effervescentes, de spiritueux. Et bien sûr, notre panorama ne serait pas complet sans l'analyse d'une catégorie émergente dont on parle beaucoup en développement. Marie, la catégorie des nolos. Oui, les nolos qui intéressent beaucoup de monde. En tout cas, on en a pas mal entendu parler dans les médias l'année dernière. Alors, vous êtes tous au courant de ce que veut dire nolo, mais je me permets quand même de rappeler. Donc, nolo, c'est no alcool et low alcool. C'est la version raccourcie de ce qu'on appelle les boissons qui sont normalement alcoolisées, en l'occurrence des boissons qui sont sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Donc, on utilisera ce nolo pour un petit peu plus de rapidité dans l'explication. Alors, la consommation de ces boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool, eh bien, elle continue de progresser chez les Français. Elle atteint 32% en 2025. C'est une hausse de 4 points par rapport à l'année dernière et de 5 points par rapport à 2021. Alors, la hausse, elle est particulièrement importante ici pour nous parce que c'est la 5e année qu'on pose la question aux Français de leur consommation de boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Les années précédentes, on était entre 27 et 30, mais c'était relativement stable. Donc, c'est la première année qu'on a une hausse de plus 4 points des Français qui ont déjà consommé des boissons nolo. C'est une tendance qui est particulièrement marquée chez les jeunes, puisqu'on a des jeunes de 18 à 25 ans qui sont 51% à avoir déjà consommé des nolo. Et ça, c'est une hausse de 11 points par rapport à 2024. Le top 3 des boissons nolo préférées des Français, il reste inchangé. On a toujours la bière en premier, puis les cocktails, puis les spiritueux. La bière, elle enregistre une baisse de 4 points à 61%. Les cocktails, une baisse de 6 points à 42%. En revanche, les spiritueux sont en augmentation de 4 points à 21%. Et la plus forte hausse, on la constate dans le monde du vin nolo, puisque le vin est à 17%, plus 7 points. L'année dernière, c'était 10%. Donc 10% des consommateurs de nolo qui consomment des vins nolo. Aujourd'hui, ils sont 17% des consommateurs de nolo à consommer des vins nolo. Et on a introduit pour la première fois la question des effervescents nolo. Et les effervescents sont juste après le vin à 14%. Donc, bière et cocktails qui sont en baisse, spiritueux et vins qui sont en hausse. C'est des comportements de consommation qui varient bien évidemment selon les groupes d'âge. On a des 50-65 ans qui consomment principalement de la bière sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Ils sont 75% à en consommer. Tandis que les 18-25 ans et les 26-35 ans, eux, ils ont une préférence pour les cocktails nolo, pour les premiers, à 63%. Et pour la bière et pour les cocktails nolo, pour les seconds, donc 58% pour la bière et 53% pour les nolos. Les principales motivations de consommation, c'est une question qu'on pose chaque année. Elles restent inchangées par rapport à 2024. La première motivation, c'est la volonté de consommer moins d'alcool, réponse donnée à 50%, suivie par la santé, 40%, et puis le goût, 35%. Et cette année, pour la première fois, on s'est aussi posé la question de la fidélité à cette consommation nolo, puisque quand on pose la question de savoir s'ils ont déjà goûté des produits nolo, la réponse est oui, mais la question c'est surtout de savoir si une fois qu'on en a goûté, on y revient, et puis si on est fidèle à une marque ou à un produit. Eh bien, on est plutôt fidèle. 85% des consommateurs de boissons nolo déclarent qu'ils rachètent toujours ou fréquemment les mêmes produits. Donc, ça témoigne d'une fidélité à un goût ou à une marque, avec une consommation qui reste cependant majoritairement occasionnelle à 20%. Et puis, autre question introduite cette année, l'appréciation du goût. L'appréciation du goût sur le vin sans alcool, elle fait face à une appréciation assez mitigée, puisqu'on a 45% des consommateurs de produits nolo qui expriment une insatisfaction pour le vin nolo, spécifiquement le vin. 25% cherchent encore un vin nolo qui leur plairait, et 20% préfèrent d'autres options. Et 19% seulement apprécient réellement son goût. Bon, on sait tous que le vin nolo n'a pas la même histoire, le même historique et le même recul que la bière nolo, qui a mis du temps à s'inscrire dans le goût des consommateurs français. Donc ce sont des chiffres dont on appréciera de pouvoir observer l'évolution l'année prochaine et dans les années à venir, bien évidemment.
On vient de parler de Nolo. On a également introduit de nouvelles questions sur l'innovation auprès des Français cette année. Face à une baisse de consommation du vin, les Français sont clairement en quête de nouveautés. Ça nous intéressait de savoir comment ils se comportaient par rapport à ces éventuelles innovations et qu'est-ce qu'ils avaient envie de goûter. Et en l'occurrence, on a une grande majorité des Français qui se montrent curieux en matière d'innovation, puisqu'ils sont 76% à être ouverts aux innovations dans le monde du vin. Donc, ce sont des propositions qu'on leur a faites d'innovation dans le monde du vin auxquelles ils ont répondu. Et les innovations qui attirent le plus les Français sont d'abord les vins qui seraient élaborés à partir de cépages anciens ou oubliés, puisque 37% d'entre eux se disent prêts à en acheter. Également des vins plus légers, entre 8 et 10%. 34% des Français sont prêts à en acheter. Et 27% des Français qui se déclarent intéressés par des vins qui sortent des conventions. C'est la réponse numéro 3. Voilà, donc peut-être contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le monde du vin a une place pour l'innovation. En tout cas, les Français sont prêts à embrasser ces innovations et à goûter, des Français de plus en plus curieux. On le sait, on l'a déjà dit. Autre point intéressant à noter, des habitudes d'achat qui évoluent également en termes de format. On a un quart des acheteurs qui se tournent vers des formats alternatifs à la bouteille. Le bib reste le plus répandu. Malgré tout, cette année, c'est à noter que ce choix connaît une forte baisse, avec 64% des Français qui déclarent acheter des bibs, mais c'est une baisse de 10 points par rapport à 2024. Et en revanche, un autre format qui, lui, connaît une vraie hausse, qui est la canette, avec une forte progression à 26%, plus 13 points par rapport à 2024. Et ça confirme donc probablement une ouverture des Français à de nouveaux modes de consommation plus nomades et plus individuels. Et puis, on a également posé la question aux Français de savoir ce qui les intéresserait ou ce qui les intéresse pour redonner de l'attrait au vin. Et en l'occurrence, pour redonner de l'attrait au vin, c'est l'expérience, l'humain et le relationnel qui jouent un rôle clé. 58% des Français s'intéressent au contenu lié au vin, avec clairement une préférence pour les expériences immersives. Donc les rencontres avec les professionnels en tête, 25%, les dégustations commentées, 25%, le no-tourisme, on en a déjà parlé un tout petit peu avant, 17%, et puis les documentaires à 17%, et ça, c'est privilégié par rapport à des approches purement hédonistes du type événement, atelier ou approche plus fictionnelle. Et puis, même chose que sur la partie bière et spiritueux, on s'est bien évidemment toujours intéressé à savoir ce qu'il en était des certifications et des labellisations environnementales. On a 51% des acheteurs français qui regardent toujours ou presque toujours si leur bouteille porte un label environnemental. Même chiffre, même données ISO par rapport à 2024. Et puis, alors, sans que ce soit réellement une innovation, mais on l'a classé ici sur l'infographie parce que c'est une nouvelle question posée aux Français cette année, les questions autour du vin nature. Le vin nature, il séduit un public curieux. On a 33% des Français qui en ont entendu parler, 19% qui en ont déjà goûté, avec des avis qui sont quand même assez partagés entre adhésion et rejet du goût. Sur les 19%, on en a la moitié, un peu plus de la moitié, 10% qui ont apprécié et 9% qui déclarent ne pas avoir apprécié. Alors, on s'est quand même penché sur la question du profil de ces consommateurs de vin nature. Le profil du consommateur de vin nature, il est majoritairement masculin, à 55%. Il est plutôt jeune. 29% d'entre eux ont entre 26 et 35 ans et 33% entre 18 et 25 ans. L'Île-de-France concentre une part importante des adeptes de vin nature, à 29%. Et ce vin nature, c'est intéressant de noter qu'il attire les connaisseurs, puisqu'on a 63% des consommateurs de vin nature qui se considèrent comme des amateurs éclairés. On a parlé de tous les produits, je pense, qu'on pouvait aborder dans le baromètre. Sylvain, qu'en est-il du digital et du rapport aux réseaux sociaux ? Alors le digital est un sujet du coup qu'on étudie historiquement en fait pour le baromètre. On fête, tu le disais en introduction Marie, les 15 ans du coup du baromètre. Et en 2010, le fait générateur de la création du baromètre, c'était du coup notamment l'impact des nouvelles technologies sur la consommation de vin et de spiritueux pour les Français, la transformation digitale. Et donc c'est finalement un sujet qu'on analyse du coup historiquement pour comprendre en fait l'impact que peuvent avoir du coup ces plateformes social médias, ces réseaux sociaux et le digital au sens large dans l'approche à l'information sur les boissons alcoolisées et l'impact décisionnel qu'ils peuvent avoir derrière sur l'acte d'achat.
Et du coup, il y a une transformation bien sûr du paysage au profit du coup de ces plateformes sociales qui jouent un rôle aujourd'hui très important. Et les chiffres du coup 2025 le démontrent de nouveau, d'abord en termes de pénétration, en termes d'usage de ces réseaux sociaux. On reste du coup sur des chiffres assez massifs pour les deux premières plateformes que sont YouTube et Facebook, qui restent des carrefours d'audience assez importants. 84% des Français du coup, sont utilisateurs de Facebook et 84% utilisateurs de YouTube, 79% de Facebook, mais en régression. Ces deux plateformes en fait, perdent 3 points pour YouTube, 2 points pour Facebook. Donc des carrefours d'audience importants, mais qui sont un petit peu délaissés, et en l'occurrence délaissés au profit de plateformes assez dynamiques. La plateforme la plus dynamique en termes de performance cette année, c'est de nouveau Instagram, qui du coup progresse à 66% du coup, en termes de taux de pénétration, plus 5 points. Donc une performance assez notable. LinkedIn et TikTok sont un peu derrière, à 44% chacune, plus 4 points pour LinkedIn, plus 2 points pour TikTok. Donc en fait, on voit une approche qui du coup continue de varier en fait, au profit de ces nouvelles plateformes. Et si on examine, puisque ça c'est évidemment quelque chose qu'on regarde attentivement, bien sûr le fait d'utiliser ces plateformes, mais d'y être régulièrement en fait en termes d'adhésion à ces plateformes, d'être des utilisateurs réguliers, voire quotidiens. Et ça, ce qu'on relève, c'est que c'est Facebook toujours qui truste la première position avec 48% du coup d'utilisateurs quotidiens. C'est-à-dire que un utilisateur sur 2 de Facebook se rend sur Facebook au quotidien. Donc ça reste quand même une plateforme, encore une fois, très, très usitée. Vient ensuite Instagram à 39% et YouTube à 35%. En termes de progression de cette fréquentation quotidienne, c'est Instagram qui, là aussi, progresse avec du coup ce chiffre de 39%, plus 3 points, mais également TikTok qui se fait une jolie place au soleil avec une progression de plus 4 points. Alors ces plateformes social media, elles sont bien sûr utilisées dans un contexte récréatif pour du coup rester en échange avec son entourage, avec ses proches, mais sont aussi bien sûr des plateformes qui sont utilisées pour suivre des marques. Et en l'occurrence, on interroge du coup les utilisateurs, ces socionautes, ces utilisateurs de réseaux sociaux sur leur capacité du coup à s'inscrire dans le fait de suivre du coup des domaines, des châteaux, des producteurs et des marques de vin, et sur quelle plateforme en l'occurrence elles suivent en fait ces marques. Et fait notable en fait du baromètre cette année, on ne s'attendait pas forcément à le trouver là. C'est TikTok qui prend la première place à 28%, avec une bonne dynamique du coup de plus 4 points, qui vient du coup supplanter, qui lui permet de supplanter Instagram, qui est juste derrière à 27%, plus 1 point. Ces réseaux sociaux, ils sont utilisés bien sûr pour suivre des marques, mais également pour suivre des créateurs de contenu, des influenceurs, qui sont aussi du coup une population qui compte en fait dans l'approche et dans l'usage des réseaux sociaux. Et ça, du coup, c'est un sujet qui nous intéresse de longue date, et notamment cette question, sempiternelle question assez essentielle de savoir si l'influence influence. Et ce qu'on relève, en fait, c'est que du coup, les Français sont effectivement engagés de façon assez importante à suivre des influenceurs sur ces différentes plateformes, notamment TikTok et Instagram, qui sont effectivement des plateformes qui sont aussi assez fortement usitées pour suivre des influenceurs. Et l'appréciation, du coup, en termes d'importance accordée aux conseils donnés, elle est assez polarisée. On a 39%, c'est un chiffre dominant qui progresse de 1 point, de socionautes du coup, qui suivent des influenceurs, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, qui déclarent accorder de l'importance aux conseils donnés par les influenceurs. Mais quand je dis que c'est polarisé, c'est qu'on a aussi une proportion assez significative, à 37%, qui nous disent leur accorder en fait assez peu, voire aucune d'importance. Alors plus spécifiquement du coup sur le vin, en lien avec cette notion d'influence, on note qu'il y a quand même 18% du coup de ces socionautes qui sont impliqués du coup sur les plateformes et qui suivent du coup des influenceurs ou des créateurs de contenu.
qui déclarent du coup avoir déjà acheté un vin suite à la recommandation du coup d'un influenceur, d'un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. 18%, et ce chiffre en fait il grimpe à 62% quand on parle d'acheteurs en ligne réguliers qui achètent au moins une fois par mois. Donc on note qu'en fait plus on est engagé dans la catégorie et on est acheteur en ligne, plus on est du coup susceptible de s'intéresser du coup aux conseils des créateurs de contenu et des influenceurs qui le suivent. Du coup, cet achat en ligne, c'est évidemment un sujet qu'on analyse en détail chaque année. La part des acheteurs de vin en ligne, elle est relativement stable cette année. Elle progresse de 1 point à 34%. Mais c'est intéressant de noter que dans ces 34%, la fréquence d'achat progresse. Donc on a des acheteurs qui sont un peu plus réguliers. Le panier moyen, en l'occurrence, il est plutôt lui polarisé sur la tranche de prix 31,50 € à 37%, qui domine, moins 1 point. Donc une tendance, on le voit en tout cas sur le panier moyen, qui est plutôt tourné vers des bouteilles peut-être un tout petit peu, enfin sur des bouteilles un petit peu moins valorisées cette année. Concernant les canaux privilégiés, les sites d'achat privilégiés en ligne, bien c'est la grande distribution qui continue d'occuper la première place avec 33% des préférences et une progression notable de plus 6 points cette année par rapport à 2024. Suivi des cavistes à 30%, moins 2 points, et des sites de producteurs, direct producteurs, à 27%, moins 6 points. Donc ça, c'est pour du coup l'analyse des acheteurs de vin en ligne. C'est un exercice qu'on mène également du coup sur les acheteurs de spiritueux. Et donc on a 39%, en fait on a un peu plus du coup de Français qui se déclarent acheteurs en ligne de spiritueux. Et ça progresse de 1 point. Et les sites qui sont du coup déclarés et utilisés comme sites de prédilection, c'est à 32% les sites directs producteurs, les sites de vente privée à 25%, et les sites de vente aux enchères à 24%. Voilà pour le panorama digital cette année. Merci Sylvain. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'édition 2025 du baromètre Sowine-Dynata est révélatrice de mutations en cours? Je crois que oui. On notera bien évidemment que le vin reste en tête des boissons alcoolisées préférées des Français, que le vin blanc reste aussi toujours devant, qu'il garde une très bonne dynamique. On notera également que les Français sont curieux. Ils sont en quête de nouveautés, en témoigne le succès du vin orange, l'ouverture aux nouveaux formats de consommation. Une confirmation des nolos, qui sera évidemment à suivre dans les années à venir. Et puis dans la consommation des spiritueux, la percée des liqueurs, la progression de la tequila, à la fois pure et en cocktail, sont à noter, tout comme le succès des bières craft qui sont en plein boom. Des vignobles français, des destinations touristiques, œnotouristiques très prometteuses. Et puis un paysage des réseaux sociaux qui évolue d'année en année avec l'émergence de TikTok cette année, même si Instagram reste bien évidemment une plateforme très solide pour le monde du vin et des spiritueux. Alors ça, ce sont des constats. Ces constats, ils offrent autant d'opportunités qui sont à saisir évidemment. Le marché, il évolue vite, il évolue de plus en plus vite. On le sait, la base des consommateurs, elle diminue. Mais l'intérêt, et c'est ce que montre le baromètre Sowine-Dynata 2025, ne diminue pas. Et il nous semble qu'il y a des opportunités à chercher, en particulier peut-être auprès de cibles qu'on a finalement peut-être un peu oubliées, comme la cible des femmes, qui d'une certaine manière portaient certaines couleurs de vin et peut-être un peu moins cette année. Et surtout la cible des jeunes qui, peut-être contrairement à ce qu'on imaginait, ne sont pas réfractaires au monde du vin, bien au contraire. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des infographies que vous avez vues sur ce live dès maintenant sur notre site internet sowine.com. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces données seront mises en perspective des 15 ans passés et assorties de nos analyses dans la série de podcasts Sowine Talks qui sera mise en ligne tous les mercredis à partir de demain et pour les semaines à venir. On va laisser maintenant la place aux questions. Un grand merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5e baromètre présenté en live sur LinkedIn. Merci à LinkedIn. Merci aussi évidemment à toute l'équipe Sowine Team qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois sur ce baromètre, comme à chaque édition. Merci à l'équipe technique qui nous permet chaque année de réaliser ce live. Et puis merci également à la presse qui se fait l'écho chaque année du baromètre Sowine-Dynata en s'appuyant sur ces données chiffrées. Place aux questions. Vous en avez posé pendant ce live. Vous pourrez évidemment nous en poser d'autres par la suite. Nous ferons l'effort d'y répondre avec grand plaisir.
Alors, justement, Marie, dans les questions qu'on a reçues en ligne, on a une question de Pauline. Bonjour à toi, Pauline, sur le vin blanc on n'a pas traité de manière spécifique sur les moments de consommation. Et ta question, c'est à quel moment en fait ils sont privilégiés ces vins blancs. En fait, ils sont finalement assez consensuels. Les vins blancs sont bien consommés, en tout cas lors des repas, à 50%. Et ça, c'est constant par rapport à 2024. Au moment de l'apéritif, à 33%. Et à 14% également lors de soirées, plus 2 points. Alors, autre question sur l'œnotourisme. Une question qui a été posée par 2 personnes que je salue. Des chiffres sur le Languedoc-Roussillon. Alors, on a 12% des Français qui choisissent le plus souvent des vins du Languedoc, c'est en hausse de 1 point. 6% des vins du Roussillon, c'est ISO par rapport à 2024. Et côté œnotourisme, le Languedoc a été visité par 10% des œnotouristes et le Roussillon par 5%. Pour le moment, on n'a pas posé de questions spécifiquement sur la pratique du spiritourisme pour répondre à une autre question. Et sur la qualification des œnotouristes versus les non-œnotouristes, l'œnotouriste, dans notre questionnaire, sont tous les Français qui se sont rendus dans une région française spécifiquement pour son patrimoine viticole. Donc les non-œnotouristes, c'est ceux qui se déclarent intéressés par cette activité, mais qui ne se sont jamais rendus dans une région française avec comme premier objectif d'y aller parce que c'est une région viticole. Une question sur les vins étrangers, une question de Georges qui demande quelle est l'explication face à ce déclin des vins étrangers. On a mentionné du coup le fait notable de la décroissance des vins italiens qui portent en partie ce déclin de la consommation de vins étrangers. En l'occurrence, ce qu'on peut quand même se dire, c'est que c'est une baisse qui est relativement quand même alignée avec la baisse de consommation de vin par ailleurs. Mais pour creuser du coup les leviers de motivation qui sont privilégiés pour les Français en matière de consommation de vin étranger, le premier item, c'est le goût à 52%. Qui est un item qui progresse. Donc en fait, il y a la reconnaissance en tout cas des Français sur l'intérêt des vins étrangers pour avoir du coup un vin qui a un goût différent. Et le prix qui est lui à la troisième position en termes de levier de motivation. Donc en fait, il faut voir ce déclin en fait en perspective avec une décroissance un peu globale et puis surtout l'impact encore une fois de l'Italie dans ces chiffres. Question sur la certification ou les labellisations environnementales dans le monde du vin. Pour le vin, l'attrait des consommateurs pour une certification, une labellisation environnementale n'a-t-elle pas été évaluée? Quid de la labellisation environnementale pour le vin et des prix d'achat? Alors, on ne répond pas à tout parce qu'on n'a pas posé toutes les questions, mais je vais vous donner les réponses qu'on a. D'abord, la part des Français qui regardent toujours ou presque toujours si une bouteille est labellisée, elle s'élève à 51% dans le vin. C'est ISO par rapport à 2024. Elle est à 41% dans les spiritueux, ça gagne 6 points par rapport à 2024, et 39% pour la bière, plus 3 points par rapport à 2024. On n'a pas d'informations, puisqu'on ne pose pas la question sur les prix d'achat. En revanche, on sait que 51% des Français se disent prêts à payer plus cher pour une bouteille de vin labellisée. Et ça, c'est plus 3 points par rapport à 2024. Et on a 69% des Français qui ont acheté dans l'année des bouteilles de vin portant un label environnemental. Et une question de Régis, que je salue aussi. Une précision était apportée à la question sur le label environnemental. Donc la question, c'est qu'entend-on par label environnemental? Et on précise dans la question, un vin labellisé, gage d'un produit de manière durable, viticulture raisonnée, viticulture biologique, biodynamique, etc. On ne cite pas de label spécifique à ce stade de la question, mais on a cette précision qui nous permet de s'assurer qu'ils comprennent évidemment bien la question. Toujours une question de Régis sur le volet digital et en particulier du coup le rôle de Vivino, qui n'est pas en fait une plateforme qu'on étudie avec une question spécifique. Ce qu'on peut dire en tout cas sur ce sujet, c'est qu'on sait qu'il y a 11% des acheteurs de vin qui déclarent utiliser des applications mobiles, comme Vivino, avant l'achat. Et si on revient en fait du coup sur le panorama du coup des sites privilégiés pour l'achat de vin en ligne par les Français, donc on a la grande distribution, on a les cavistes, on a les producteurs en direct producteurs, mais ce qu'on peut en tout cas relever en fait comme fait saillant cette année, c'est la belle progression des sites de place de marché qui gagnent 7 points par rapport à 2024.
après plusieurs années de baisse et qui atteignent donc 22% des acheteurs de vin en ligne en France en termes de circuits privilégiés. Alors une question également sur la formulation de la question posée pour les innovations. Est-ce que les jeunes sont les plus intéressés? Alors pour les innovations, la question c'était: parmi ces innovations, lesquelles seriez-vous prêts à acheter? Par catégorie, il y a parfois des surreprésentations dans certains profils. Pour les vins cépages anciens oubliés, on a plus de 50-65 ans, 36%, et de 26-49 ans, 34%. Également plus de CSP+, 44%. On avait également une possibilité de réponse sur les boissons hybrides à base de vin, mix de vin et de bière, de vin et de spiritueux, de vin et de jus, d'autres fruits, de vin aromatisé à base de plantes. Là, on a plus de 26-35 ans, 36%, et de 18-25 ans, 23%. Et sur les vins hors convention, c'était assemblage de cépages de régions différentes, par exemple, avec plus d'hommes qui répondent favorablement, 56%, plus de 50-65 ans, 37%, plus d'amateurs éclairés de vin, 59%. Et puis après, autre possibilité de réponse, les cocktails à base de vin et les vins légers également. Pour les cocktails à base de vin, on a plus de femmes, 62%, plus de 26-35 ans, 29%. Et pour les vins légers, plus de 50-65 ans, 36%, également plus de CSP+, 43%, qui sont autant d'amateurs que de néophytes, à 48%. Marie, j'avais envie de te poser une question. Quelle est la situation du ratafia? Alors le ratafia, effectivement, ça fait partie des produits qui sont cités comme étant comptant parmi les produits favoris des Français. En l'occurrence, on a 25% des consommateurs de spiritueux purs en France qui ont consommé du ratafia. Et ça, c'est une hausse de 4 points versus 2024. Ça fera plaisir à nos amis champenois. C'est un taux qui monte à 57% chez les consommateurs fréquents de champagne, au moins une fois par mois, et 55% chez les consommateurs fréquents de vin effervescent. Une dernière question sur les nolos et qui concerne du coup les lieux d'achat où sont achetés les produits nolos. Alors c'est pas un sujet qu'on interroge, on ne pose pas spécifiquement la question des circuits d'achat. En revanche, on leur pose une question sur leur lieu de consommation. Et on a donc 58% des consommateurs de nolos qui déclarent en consommer à domicile, ce qui en l'occurrence est assez aligné avec la consommation des bières sans alcool. J'ai aussi une question plus précise sur la consommation de champagne versus effervescent. Alors, on a 87% des consommateurs de vin qui ont consommé du champagne dans l'année. Ça, c'est en baisse de 2 points. Le vin perd des occasionnels avec moins 1 point, ça passe de 61% à 60%. Et des réguliers, c'est ceux qui consomment quelques fois par mois, à moins 2 points. Avec moins 2 points, ça passe de 21 à 19%. Cependant, la part des grands consommateurs, elle augmente. Elle passe de 7 à 8% en un an. Ça, c'est pour le champagne. Et côté effervescent, 67% des consommateurs de vin en ont consommé en 2025. Donc ça, c'est en baisse de 1 point versus 2024. Donc il y a une baisse également, que ce soit champagne et effervescent. Même dynamique que pour le champagne, avec une perte d'occasionnel aussi à 43%, moins 1 point, et de régulier à 17%, moins 2 points. Et des gains de grands consommateurs à 7%, plus 2 points. Et concernant l'achat, 80% des acheteurs ont acheté du champagne, c'est en baisse de 3 points par rapport à 2024, versus 65% des effervescents. Donc on a toujours une primauté donnée au champagne par rapport aux effervescents. Question de Pauline. Est-ce qu'on mesure la consommation tout seul à la maison devant Netflix ou équivalent? En l'occurrence, on le traite cette question-là par catégorie de vin. Et donc, c'est quelque chose qu'on analyse. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une très petite propension de gens, donc 2%, qui sont susceptibles de boire du champagne solo, on ne s'en étonnera pas. Et ça monte jusqu'à 18% du coup pour le vin orange. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Oui, il me semble qu'on a fait le tour des questions. Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, on était ravis d'être avec vous pendant cette heure passée sur les résultats du baromètre So Wine Dine-Nata 2025. Merci Sylvain, merci à vous et à très bientôt pour la suite sur nos réseaux sociaux, sur les podcasts et sur notre site internet avec les infographies. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.